Donc, on va accueillir Philippe Billet, qui est professeur de droit donc à la faculté de droit Jean Moulin de Lyon et directeur donc de C'est ce qu'il y l'Institut a. du droit de l'environnement. Philippe, il va nous faire une présentation avec un diaporama, Oui, déroger à chose la rare. tradition de l'acapella. Donc, on t'écoute sur l'aspect protection juridique des sols. Non, c'est notre sens. Oui, au-delà du fait que je sors toujours de sessions très déprimées par l'état du sol, ayant participé notamment à Gessure et à propos des sols, des jardins urbains, effectivement, on ne peut que recommander des analyses préalables. Alors, enfin, une réglementation pour les sols, c'est presque je ne sais pas, c'est Lionel qui a fixé le sujet sans concertation. Donc j'étais T'aurais un pu peu le changer. décontenancé. Hein. Non, ben non, je respecte toujours la puissance invitante. Et donc, vous allez voir que c'est assez surprenant. Enfin, une réglementation pour les sols, est-ce que c'est un constat? Il y a enfin quelque chose? Un espoir. Ou est-ce que on arrive vers quelque chose qui sera un secret espoir? On va voir que c'est ni l'un ni l'autre et c'est peut-être autre chose. Vous allez voir que le sol du juriste est tout à fait différent du sol que vous connaissez, d'ailleurs de la même façon que les DIA, un peu moins animés, si vous voulez. Nous sommes des gens très sérieux. Alors, le sol, oui, non. Ben non, me semble-t-il, au regard de la notion enfin, parce que la réglementation sur les sols et pour le sol existe depuis à peu près 200 ans, voire plus, si on se fonde sur toute la réglementation romaine sur la question dont c'est issu. Déjà, le sol, c'est le fondement de l'État, on trouve toutes ces théories depuis le XVIe, XVIIe siècle. C'est le fondement de la propriété. 552 du Code civil, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Donc, si on n'a pas de sol, on ne peut être ni propriétaire du dessus ni du dessous, sauf à faire des dissociations de façon à pouvoir faire des propriétés en volume. Le droit, on peut faire beaucoup de choses avec, mais ça reste quand même le fondement de la propriété. Et si on protège le sol, c'est on le protège parce qu'il est ce fondement-là. Et puis, le sol est appréhendé comme surface intermédiaire entre le dessus et le dessous. C'est ce qu'on appelle la substance étendue ou ce que j'appelle moi le sol surface. C'est un sol qui est invariable, on ne se préoccupe absolument pas de sa composition. Ce qui importe, c'est qu'il y ait une surface. Et c'est cette surface-là qui justement va conditionner les propriétés superficielles et très foncières. Ou alors, on peut l'avoir comme volume par jeu de l'accession, puisque nécessairement, donc c'est soit une substance contenue, soit le sol matière, selon les auteurs, puisque comme vous en doutez bien, pour pouvoir planter des légumes, il faut bien qu'il y ait une certaine épaisseur. Si on veut pouvoir aller chercher du minerai, il faut une certaine épaisseur, etc., etc. Donc, c'est ce jeu de l'accession qui va permettre d'avoir un sol en volume et qui permettra de ce fait de s'intéresser à la qualité de son contenant. Mais en tout état de cause, et c'est pour cela qu'on l'a protégé et qu'on le protège toujours jusqu'à présent, le sol est fondateur parce qu'il a la vertu de l'immobilisme. Le sol ne bouge pas, contrairement aux choses mobiles. Et c'est ce qui crée d'ailleurs, puisque vous avez évoqué la question de l'extraction, c'est ce qui fait qu'un sol pollué n'est jamais considéré comme un déchet, puisqu'il est immeuble, et ce n'est que les matières extraites qui vont devenir meubles et qui donc seront potentiellement des déchets. Donc traité de ce point de vue. J'en profite pour répondre à la question qui a été posée à propos du Grand Paris. Si vous avez suivi le journal officiel du mois de mai de cette année, vous avez un arrêté qui est paru et qui permet de passer du statut de sol excavé déchet à autre chose que déchet, et donc qui permet de le traiter autrement que comme un déchet. Ça vise le Grand Paris, mais ça vise aussi le projet à échelle de 2035 du troisième collisionneur particules du CERN, qui est en projet. Avec des millions d'euros d'économies à la clé, naturellement, je passe à l'envers. Alors le sol, qu'est-ce que c'est? Puisqu'il y a une réglementation pour le sol, en fait, non. Alors, une réglementation pour le sol, peut-être pas finalement, puisque le sol en droit n'existe pas dans sa nature de sol. Il est considéré le plus souvent comme un support physique de construction, ça c'est ce qui est largement investi par le droit de l'urbanisme. Il est considéré comme un support agronomique de culture par le droit rural et tout de même par le droit de l'urbanisme, puisqu'on a les zones A dans le PLU qui sont les zones à vocation agricole et donc dont on va supposer que les qualités vont permettre de cultiver. C'est un support de contamination, et oui, puisque le droit de l'environnement ne connaît pratiquement, et on verra que ça a un tout petit peu changé, ne connaît que le sol malade, c'est-à-dire le sol qui est pollué. Tout le régime de l'article 556-1 et suivant du Code de l'environnement ne vise que le sol pollué. Le régime de
de la responsabilité environnementale et 161-1 du Code de l'environnement ne connaît que le sol pollué. Bref, on n'a pas grand-chose autre que le sol pollué dans le droit de l'environnement. Et puis, il est également support d'atteinte potentielle à la santé, puisqu'on ne prend en compte dans la responsabilité environnementale, donc l'ancienne directive, qui existe toujours 2035, le sol, mais à condition que sa qualité soit susceptible de porter des atteintes graves à la santé. Ce qui fait que si ça ne sont pas des atteintes graves, on ne se préoccupe pas du sol. Enfin, peut-être. Peut-être que non, finalement. Il n'y a pas de réglementation pour le sol. Je réponds toujours à la question taquine de mon camarade. C'est vrai que le sol concourt, et ça c'est un des apports de la loi du mois d'août 2016 sur la biodiversité, qui va enfin faire rentrer le sol dans les principes du droit de l'environnement. On aurait pu le penser un peu mieux que cela n'a été fait. Il est dit qu'il concourt à la constitution du patrimoine commun qui est l'environnement, qui est un certain nombre d'éléments d'environnement, mais sans être lui-même un élément de ce patrimoine commun. Il y a une raison assez simple qui reste quand même purement psychologique. Oui, ça peut paraître surprenant, mais c'est ainsi. Mais il y a une raison qui est très psychologique, parce que si on avait dit comme l'eau et l'air, le sol est le patrimoine commun de la nation, tous les propriétaires auraient pu penser qu'on avait nationalisé leur sol. Et donc, de ce fait, on a trouvé une espèce de fausse fuyant pour trouver une autre approche de ceci. Ensuite, le sol, on le trouve quand même dans le droit de l'environnement, on le trouve, mais comme élément accessoire des protections, puisque le sol et le sous-sol des parcs nationaux sont protégés au même titre que le parc, le sol et le sous-sol des réserves naturelles nationales et régionales sont protégés également au même titre que les éléments superficiels. Et puis surtout, on ne le connaît que comme fournisseur de services, c'est-à-dire avec une approche extrêmement ethnocentrée, puisque le seul caractère où on n'aborde pas véritablement le sol comme étant malade, toujours dans la responsabilité environnementale, c'est lorsque l'atteinte au sol porte atteinte au service écosystémique, enfin, le texte dit service écologique, qu'il fournit. Enfin, ben oui, peut-être, mais il y a quand même un certain nombre de réserves à cette peut-être protection pour le sol. En fait, quand on s'y attache, on se rend compte que ce qu'on protège essentiellement, c'est le sol dans son caractère quantitatif, puisqu'on a parlé d'imperméabilisation ou d'artificialisation des sols, et jusqu'à ce qu'on, enfin, avec la loi résilience climatique du mois d'août dernier, on va voir apparaître un certain nombre d'autres critères que la quantité de sol, eh bien, c'est une protection quantitative. L'ancien article, c'est-à-dire avant janvier 2011, l'ancien article L110 du Code de l'urbanisme visait le principe de gestion économe des sols avant de le supprimer pour le remplacer par la gestion économe des espaces. Vous avez également une protection quantitative, puisque depuis la loi Allure, depuis la loi Élan, et puis depuis désormais la loi sur le climat, on a une protection quantitative avec des objectifs chiffrés de densification urbaine qui doivent être contenus à la fois dans les schémas de cohérence territoriaux et dans les plans locaux d'urbanisme, et que si on veut ouvrir l'urbanisation d'autres secteurs, on doit justifier de la densification, de la non-densification de ces secteurs. Il y a également des protections quantitatives également en matière agricole, notamment avec la question des zones vulnérables et notamment les questions d'érosion. Mais surtout, ce qu'on aurait pu penser être enfin le grand avènement d'une protection ou d'un droit pour le sol, c'est le fait que alors le Code de l'environnement date de 2000, nous sommes en 2021, et le droit de l'environnement ne connaissait que deux milieux physiques, l'air et l'eau. Et désormais, la loi résilience climatique introduit un nouveau livre qui s'intitule Sol et sol pollué. Donc il y a une reconnaissance du sol définitivement, puisque c'est le seul dispositif de titre où on voit apparaître le sol, au titre des milieux physiques, mais lorsqu'on le lit, on est extrêmement déçu, puisqu'on pouvait s'attendre à trouver le sol d'un point de vue beaucoup plus écologique, et en fait, seul le sol pollué fait l'objet de ce traitement, une fois encore. Enfin, peut-être, on s'en rapproche quand même. J'entretiens le suspense. Enfin, oui, effectivement, il y a la loi, enfin, vous mettez enfin c'est peut-être. Lutte contre l'artificialisation des sols, on en a longuement parlé, on a enfin une définition juridique. Vous savez, on est quelques-uns d'entre nous à avoir travaillé avec l'INRA à l'époque, maintenant INRAE, sur l'ESCO, sur l'artificialisation des sols, l'expertise collective
sur la question. Et la toute première question qu'on s'était posée, c'est quoi la définition de l'objet dont on va nous saisir pendant un an? On a beaucoup tourné, etc. Tout le monde s'est exprimé. Et puis finalement, on n'a pas réussi à trouver une définition qui faisait consensus. Et finalement, c'est le législateur qui a décidé de fixer un consensus en appliquant sa définition. Alors, qui n'est qu'une définition juridique pour l'heure, qui va demander un certain nombre de précisions par décret, puisque tous les critères prudemment sont envoyés par décret en Conseil d'État. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que dans cette loi résilience climatique, il y a bien une lutte contre cette artificialisation avec un objectif national d'absence d'artificialisation nette en 2050. C'est donc un bilan. D'un côté, on artificialise, de l'autre, on renature, on désartificialise. Mais on va le voir avec un certain nombre de réserves qu'il faut retenir. L'idée est que le rythme d'artificialisation des sols dans les 10 années suivant la promulgation de la loi doit être tel que sur cette période, eh bien, on a la moitié de celle observée les 10 années précédentes. Alors, il y a eu beaucoup de remous, notamment au moment des débats du Sénat, de l'Association des maires de France, parce qu'il fallait que ça soit quand même territorialisé, qu'on ne pouvait pas imposer les mêmes objectifs de partout. Mais on se rend compte quand même, avec cette micro-territorialisation, ce traitement différencié, que finalement, c'est une prime aux mauvais élèves. Prime aux mauvais élèves, puisque lorsqu'il est dit que ça va être inférieur à la moitié de celle observée sur les 10 années précédentes, c'est que ceux qui avaient mal fait vont bénéficier plus de capacités d'artificialisation que ceux qui étaient beaucoup plus vertueux antérieurement. Ensuite, la désartificialisation va reposer enfin sur des critères autres que des critères simplement quantitatifs, mais également qualitatifs. Et donc, c'est en cela qu'on peut dire qu'il y a effectivement une réglementation pour les sols en tant que tels. C'est que ça va reposer, cette renaturation, sur la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, la protection des sols et des espaces naturels, la renaturation des sols. Et l'artificialisation, et là on voit apparaître enfin des critères écologiques, c'est que l'artificialisation va être définie comme une altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, et notamment, et là on a une liste, et il est bien dit en particulier, ce qui fait que la liste est relativement ouverte, des fonctions biologiques, hydriques, climatiques. Le sol encore affilié au climat, c'est normal, la loi, c'était son objet, ainsi que son potentiel agronomique pour son occupation ou son usage. Et puis, la renaturation va être définie également en des actions ou opérations de restauration, d'amélioration de la fonctionnalité. C'est extrêmement important ici, puisque vous avez quand même toute une longue période, et avec Xavier Marier, on discutait tout à l'heure sur ces longues périodes qu'il peut y avoir, ou beaucoup plus courtes périodes d'une restauration effective des qualités du sol. L'idée étant, on va voir que c'est une vraie lapalissade, que finalement la désartificialisation s'est transformée un sol artificialisé en sol non artificialisé. Mais pour aller plus loin que les vœux de Lionel, encore un petit effort quand même, monsieur le législateur. J'ai exercé une liste, mais qui est assez ouverte finalement. Si on regarde bien, il faudrait quand même reconnaître déjà le sol comme patrimoine commun à la nation sans que les propriétaristes nous sautent au cou, plus ou moins à la gorge, pour dire non, vous allez nationaliser. Et non, pas du tout. On n'a pas nationalisé l'eau, y compris l'eau qui était appropriée des étangs clos. Pour autant, elle fait partie du patrimoine commun de la nation. Et surtout, c'est que ça induit dans l'esprit des gens une patrimonialisation et surtout une transmissibilité avec une garantie de qualité. On pourrait également le reconnaître comme écosystème et comme milieu vivant, ce qui n'est toujours pas reconnu, j'entends, juridiquement. Le reconnaître comme composante à part entière de l'étude d'impact. Il est vrai que pour en avoir étudié pendant une trentaine d'années, avec des maîtres d'ouvrage pour valider ou pas leur contenu, le sol est quand même largement absent, si quantitativement il l'est, mais en définitive, on ne s'intéresse pas du tout à toute la perturbation des services écosystémiques qu'il peut apporter. On pourrait également, et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler avec Lionel, dans le cadre du projet de Dijon sur l'alimentation durable, la qualité des sols qui serait un critère de la labellisation des produits. Aussi bien le sol comme qualité participant de la qualité du produit, ou le produit comme participant de la qualité du sol, c'est-à-dire qu'il ne l'affecte pas fondamentalement. On a eu les mêmes réflexions avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse à Lyon et l'ISARA sur la question de l'eau. Donc, toute la question de l'eau, on peut se fonder sur des réflexions un peu similaires.
Et puis, j'ai entendu parler ce matin, j'ai failli poser la question, mais on était toujours pris par le temps, la question d'introduire la qualité des sols comme un indicateur de constructibilité, autrement dit, de maintenir les meilleurs sols agricoles comme n'étant pas constructibles. C'est pas une nouveauté. Enfin, ce qui serait la nouveauté, c'est effectivement d'affecter ces indices et de les traduire juridiquement comme des éléments obligatoires à prendre en considération dans le cas des études d'urbanisme. On le voit déjà en Suisse avec la loi agricole, puisque vous avez des terres particulières qui sont définies à l'échelon fédéral comme ne pouvant pas être affectées à autre chose que l'agriculture. Il faut dire que la souveraineté alimentaire et la garantie alimentaire est inscrite dans la Constitution fédérale. Une fois que ces quantités ont été fixées à l'échelon fédéral, elles sont réparties par solidarité cantonale entre tous les cantons qui ensuite vont imposer aux collectivités locales, enfin aux communes, de les prendre en compte dans leurs différents documents d'urbanisme, et que si on les modifie, si on veut les artificialiser par un dézonage, eh bien on est obligé de restituer une quantité équivalente et à proximité. Donc ce ne sont pas des idées qui sont tout à fait originales. Ce qui est original dans le mécanisme français qui avait été développé dans UQualisol, notamment dans le programme GESOL, c'est de trouver des indices qui donneraient des indicateurs à prendre en compte obligatoirement dans l'affectation des sols. Et puis, j'ai entendu parler de biodiversité tout à l'heure. Oui, effectivement, on pourra inscrire les sols, ils n'y sont pas expressément au titre de la stratégie nationale pour la biodiversité, pardonnez-moi, et pas seulement au titre du One Health, puisqu'on n'en entend parler que dans ce cadre-là, de la santé des sols à la santé des hommes, puisque c'est l'objet, mais on ne prend jamais en compte le sol comme élément en tant que tel. Finalement, tous ces choix que l'on a, le droit ne fait que les inscrire, ça reste d'abord des choix sociaux, parce que finalement, le seul choix que vous avez, c'est celui-ci. Voilà, merci. Merci. Le juriste ne fait que répondre à des attentes qui sont exprimées. Hein. S'il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de résultat. Merci Philippe pour ta présentation. J'avais une question. Là, on parle d'un nouveau texte européen là, présenté bientôt. Est-ce que tu as eu le droit de jeter un œil? Non. Ah non, on ne sait pas non plus. On ne sait pas ce Toi qu'il y a non plus. dedans. Toi Moi non plus, c'est pour non. ça que je suis assez curieux. J'aurais pensé avoir pu, puis finalement, j'ai pas pu. Ouais, non, mais alors, si la référence nationale Sol n'a pas eu accès, je crois que personne ne pourrait y avoir accès. Il parle d'une présentation en novembre d'un nouveau projet. Alors, je ne sais pas si ce sera une directive ou enfin, il parlait d'un nouveau texte. Ça sera quoi? Ça serait pas une directive, mais bon. Si c'est pas une directive, ça peut être une recommandation. Enfin, je vois pas d'autre chose. Oui, une stratégie. Oui. On nous a fait le coup de la stratégie en 2002 déjà. Comment on appelle ça en France? Le ruissellement, c'est ça? On va le faire par ruissellement dans les différents textes, en fait. Oui, c'est ça. Ce que j'ai appelé, moi, du saupoudrage, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de définir un élément 4 qui, comme la directive 4 sur l'eau, la 2060 sur l'eau, aurait permis d'avoir déjà une vision globale de ce que sont les sols et une stratégie globale de leur protection, et qui aurait finalement induit toutes les autres mesures de protection, eh ben, ça va être dans... S'il y a un progrès quand même, si dans la directive de 2010 sur, alors en français c'est sur l'ancienne directive PRIP, protection, réduction intégrée de la pollution, qui est devenue directive sur les pollutions industrielles, on a enfin pour la première fois une définition dans un texte juridique, une définition du sol. Ah, c'est le sol. La CIPRA, on avait parlé, la Convention alpine, mais c'était plus sur la protection des sols agricoles en tant que tel. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour l'exposé toujours très clair et pertinent. Je voulais juste, si possible, approfondir la question de l'étude d'impact. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans le droit, dans l'évolution du droit, permettrait de faire levier sur l'obligation, en fait, de sortir une étude d'impact comprenant un volet sol, et quelles seraient, en fait, les caractérisations de sol à ce moment-là attendues dans le cadre d'une étude d'impact? Alors, les caractérisations, je ne sais pas, je ne suis pas pédologue et autres sciences associées. En fait, on l'a déjà dans les directives de 2011 sur l'évaluation environnementale qui impose comme objet de l'évaluation la prise en compte des sols. On le trouve dans tous les projets sur l'évaluation des documents, des schémas et documents. Donc, c'est une véritable obligation juridique qu'a la France à l'égard de l'Union européenne, en tout cas de l'inscrire dans ses textes. Ce qui a été fait, puisque ça a été à plusieurs reprises, déjà, alors de toute façon, déjà depuis 1977, lorsqu'on a eu le
complément de la loi de 76, on a déjà le sol en tant que tel. Le sol n'est pas un inconnu de ce point de vue-là. Sauf que le sol n'a jamais été pris en compte comme un élément biologique. Il est toujours pris en compte comme une simple surface. Je fais un état des lieux, je sais qu'il y a telle et telle quantité d'espèces, etc. Sur telle quantité d'espace, je m'engage à recompenser par telle quantité d'espace, point final, et on ne tient pas compte d'autre chose. Là où on pourrait avoir des progrès, et Dieu merci, on a quand même des requérants qui sont quand même extrêmement beaucoup mieux outillés maintenant de ce point de vue-là, c'est d'attaquer systématiquement les études d'impact, en tout cas les autorisations de grands projets reposant sur des études d'impact qui n'ont pas intégré la composante sol alors qu'elle est essentielle dans le projet. Je parle de tous ces aménagements que l'on peut avoir. Et puis il y aurait autre chose aussi, c'est que la Commission européenne s'intéresse quand même un peu plus, non pas à ce qu'on ait correctement transposé les directives, mais qu'on les applique correctement. Parce que lorsqu'on a visé le sol dans la directive évaluation environnementale, ce n'était pas simplement pour dire qu'on allait traiter le sol, c'est qu'il y a quand même une obligation particulière de le faire. Or, ça n'est pas fait du tout. Enfin, pour avoir depuis 30 ans accompagné des maîtres d'ouvrage sur la question, on leur a fait systématiquement les remarques et on n'avait rien. Voilà. Sur le fond, j'entends, hein. Voilà. À part l'aspect quantitatif. Okay. Donc Lionel qui veut compléter la question de départ. Entre autres, on parle du domaine réglementaire. Il y a un autre domaine qui est en train aussi d'avoir une réflexion sur les notions d'intégrer la qualité des sols. C'est le domaine du foncier. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe, à ce niveau-là? Est-ce que les deux doivent se rejoindre? Alors, ils ont besoin des mêmes outils à la base aussi? Alors, sur le domaine du foncier, il y a déjà un premier élément qui est assez ancien finalement, c'est la question de ce qu'on appelait autrefois le remembrement, qui est maintenant l'aménagement foncier, puisque lorsqu'on doit faire le tableau d'équivalence de valeur de productivité, on tient compte dans une certaine mesure de cette qualité. Ensuite, le second, mais qui est très... Alors, c'est une question, c'est amusant, c'est une question que m'a posé un collègue à la suite d'un colloque qu'on a eu il y a 15 jours à la FRB, et il me dit, et qu'est-ce que tu penses d'introduire le critère de qualité des sols dans les baux ruraux? En fait, ils y sont déjà. Mais oui, ils y sont déjà. Ils sont déjà, ça figure en tant que tel, mais ils ne sont jamais appliqués en tant que tel. Ce qu'on appelle la qualité des sols dans les baux ruraux, et j'ai regardé, parce que je fallait répondre quand même précisément à la question de Guillaume Saint-Denis, je suis allé regarder quelques modèles qui étaient distribués par les chambres d'agriculture. C'est est-ce qu'il y a des haies, est-ce qu'il y a des talus, et est-ce qu'il y a des cailloux? Point final. C'est-à-dire la qualité du sol en tant que tel n'est absolument jamais concernée. On ne préconise pas d'aller faire une étude préalable par échantillonnage, de savoir quelle est sa valeur, quel est son degré de pollution, son degré d'éléments écologiques, etc. Ça n'existe pas. On pourrait, c'est la suggestion, parce que la FRB porte quand même un certain nombre de propositions à la ministre de l'Environnement actuellement, j'ai suggéré qu'on modifie assez sensiblement en disant et notamment au titre de la qualité des sols, et notamment, puis en précisant un certain nombre de critères qui dépassent largement les 3 seuls éléments qu'on retrouve de façon récurrente dans les conventions, qui sont les conventions type en fait. Et on a une autre question dans la salle. Oui, deux questions rapidement. Une. Je vais être rapide, promis. Non, concernant les fonctions, les questions de refonctionnaliser des sols qui étaient artificialisés, concrètement, est-ce que vous avez une idée des quelles fonctions sont concernées? Et d'autre part, la deuxième question, est-ce que vous pensez que c'est opportun d'intégrer dans les PLU la qualité des sols pour prioriser voilà, l'urbanisation? Est-ce que d'un point de vue de la préservation des sols, c'est stratégiquement judicieux ou pas? Moi, je me pose la question. Alors, je répondrai d'abord à la deuxième question. D'abord, ça fait prendre conscience aux citoyens que le sol, c'est autre chose qu'une simple surface, puisque c'est que comme ça qu'on le considère en fait dans les documents d'urbanisme. Ils sont quand même appelés à se prononcer dans le cadre d'une enquête publique, et même si certains n'y vont pas, le simple fait qu'on leur dise votre terrain, on ne pourra plus en faire autre chose que, les fait quand même réfléchir sur une qualité particulière. Ensuite, comment le faire? Comme je l'avais évoqué, c'est toute la question Alors, c'est une modalité. On a le mécanisme des terres d'assolement dans la réglementation helvétique. En France, on réfléchit sur autre chose qui serait des indices. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tous les outils qui ont été utilisés pour la protection des sols ont tous échoué. C'est-à-dire que ce soit comment on appelle ça, les PNAE, que ce soit les zones agricoles protégées, etc.,
il suffit d'une autorisation du conseil départemental ou d'une dérogation du préfet pour passer outre. Donc ça ne protège pas en tant que tel, et en plus, il n'est pas prévu de compensation particulière. Ce qui fait qu'une fois que c'est détruit, c'est détruit. Et il y aurait peut-être aussi un autre effort qui serait d'un point de vue social. On en a discuté avec Saint-Denis la dernière fois à l'FRB. Vous connaissez le ratio de différence de prix entre le foncier agricole français et le foncier agricole hollandais. Il est de 1,5 et 1,6. Le foncier français n'est pas assez cher pour constituer un obstacle à son artificialisation, premièrement. Et ensuite, tant qu'on n'aura pas, c'est mon discours social, tant qu'on n'aura pas revalorisé les retraites des agriculteurs, ils serviront de leurs terres comme des retraites, comme des éléments de retraite. Et donc, de ce fait, si on veut protéger effectivement les sols, et c'est pour ça qu'il serait intéressant de le mettre au titre du patrimoine commun de la nation, c'est qu'il faut que l'État règle aussi toutes les questions sociales qui tournent autour du sol. On a quand même réussi à le faire avec l'anti-loi, anti-accaparement des terres, avec plusieurs façons. Donc le fait d'éviter que des sociétés ou structures étrangères viennent acheter des terres agricoles françaises au nez à la barbe des SAFER, par exemple. Donc on est capable d'avoir un certain nombre de réactions pour ces types de protection. Peut-être que si on ne tournait pas autour du simple sol comme élément physique, mais élément social derrière, on pourrait, je pense, aussi avoir d'autres résultats que ceux qu'on a actuellement. Je ne me présente pas aux élections, je précise. Et votre première question, c'était, pardon? Ah oui, qu'est-ce qu'on appelait la renaturation? La renaturation, lorsqu'on va dire que le sol est refonctionnalisé, c'est un sol qui fonctionne comme devrait fonctionner tout seul. Je ne sais pas s'il y a un critère type du sol. Je suppose, nous avons de nombreux spécialistes dans la salle. Parce qu'on en a fait la démonstration aujourd'hui, qu'il y a plein de choses à mesurer, mais qu'il faut développer aussi toute une offre autour de ça. En fait. Voilà, c'est ça. En prenant bien garde d'une chose, si je peux me permettre. Je terminerai parce que de toute façon, j'ai un train. Donc mais ça introduit parfaitement ce qu'on va dire après. Mais c'était voulu. Tout est magnifiquement. C'est l'intuition masculine, tu sais. Non, simplement, la question, c'est qu'il va falloir qu'on réfléchisse bien à ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut rechercher comme fonctionnalité nouvelle, ou renaturation, si c'est une renaturation exclusivement au service de l'homme, c'est-à-dire permettre d'avoir un sol qui ne soit pas tassé, qui permet d'avoir une correcte filtration pour la production d'eau potable, par exemple, ou, je vais lâcher le gros mot, pour le stockage du carbone. Oui, effectivement, on peut se fixer un certain nombre d'objectifs, mais je pense qu'il faudrait d'abord retenir des objectifs de base. Je pense qu'ils existent, c'est commun en tout cas au fonctionnement de tous les sols. Mais ça, après, c'est aux scientifiques de le définir, et puis après, le droit vient de ratifier. Voilà, nous, on ne peut rien faire. On ne peut jamais anticiper. C'est bon. Merci Philippe. Cette conférence est extraite de la journée « Le génie écologique au service du sol » organisée par Technique de l'ingénieur à l'occasion de la sortie de la nouvelle offre « Génie écologique ». Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur notre site.